Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. En ce 1er septembre, ça y est, nous sommes en septembre, fini les vacances d'été, juillet et août. Donc, comme d'habitude, analyse publique, gratuite sur les matchs du soir en NBA. Alors, on va faire un petit récap sur les matchs d'hier. On va les faire rapidement parce que c'est vrai que les matchs auront aussi lieu demain. Donc évidemment, je parlerai de ces matchs-là qui ont eu lieu hier, demain dans les analyses pour le match de demain, même si on sait que les matchs suivent et ne ressemblent pas. Avant toute chose, merci à tous de mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'aimez pas ma gueule ou mes analyses, vous avez le droit, et de vous abonner à la chaîne pour évidemment être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous savez, maintenant il y en a tous les jours, c'est au quotidien, mais ça fait toujours plaisir. Alors, récap d'hier, on a vu juste, sur le hit, on a vu juste vraiment très belle équipe collective, offensive et défensive. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur l'aspect défensif sur Giannis qui a vraiment été gêné. Alors attention, Giannis fait pas un mauvais match en termes de stats si vous voulez. Je crois qu'il fait une vingtaine de points, 15 rebonds, pas mal de passes d'ess. Mais c'est vrai que Giannis, on a pris l'habitude qu'il soit dans les 30-35 points. Voilà, on a vu un énorme Jimmy Butler. Il a régalé, ouais. Vous voyez, 18-19, donc il est presque en triple-double. Mais après, le problème, c'est que vous voyez seulement 12 shoots à 6 sur 12 au shoot. Et heureusement que les Bucks ont eu beaucoup d'adresses longue distance parce que fin du troisième quart-temps, c'est ce que je vous ai dit sur Snap, ils étaient qu'à 18 points marqués dans la peinture. C'est incroyable. Bref, le Heat s'est imposé, remporte le game 1 et donc on va vivre très certainement une super série de playoffs pour cette demi-finale à l'Est. Oklahoma qui crée la surprise. Alors là, je suis pas content contre les dirigeants de Houston parce qu'il faut savoir que la ligue NBA avec comme patron Adam Silver a mis en place quelque chose en début de saison pour les parieurs, dans le sens où toutes les équipes se devaient d'informer à l'avance s'il y aurait des joueurs incertains, des joueurs out ou un temps de jeu limité. Hier, ils n'ont rien laissé filtrer sur Russell Westbrook, qui n'a pas joué le nombre de minutes habituel. Le game d'avant, il était revenu, donc c'était normal. On était informé qu'il n'allait pas jouer tout le match. Mais là, il n'y a aucune info qui a filtré par rapport à ça hier. Donc ils auraient pu quand même le mettre. Voilà, après, il n'y a pas de sanction ou quoi, si vous voulez, pour eux. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de très pointilleux dans la vie. Mais en paris sportif, je suis très, 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 très pointilleux. Donc ça me gêne un petit peu qu'on n'ait pas eu cette info-là. Ils l'ont joué un petit peu facile, les Rockets, hier, et ils se sont fait punir. Bien fait pour leur gueule, j'ai envie de dire. Parce que Oklahoma a fait un bon match, mais n'a pas fait un match de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu peux pas dire Houston a perdu les super matchs du Thunder. Non, le Thunder, ils n'ont pas eu besoin d'être super bons pour gagner hier. Donc voilà, après, c'est toute la problématique de Houston. Soit ça rentre pas. On aime ou on n'aime pas, comme je vous dis toujours. Voilà, après, Russell Westbrook a un peu chié dans le Money Time. Je l'adore. Mais là, il n'est pas vraiment défendable. Il a perdu beaucoup de ballons aussi, bêtement, tout au long du match. Et Chris Paul a mis le feu dans le dernier carton. Le patron du Thunder a littéralement mis le feu. Voilà, c'est parti pour aujourd'hui. 2 super matchs, Toronto-Boston, donc game 2 après une belle victoire des Seas au premier match avec donc les Raptors qui ont subi leur pire adresse longue distance de toute leur histoire en playoff. Vraiment, ils ont été dégueulasses à 3 points. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont un peu tilté nos amis les Raptors au premier match, dans le sens où Boston a creusé l'écart. Et à un moment, Toronto a réussi à revenir un petit peu. Mais c'était pas le jeu de Toronto, si vous voulez, dans le sens où ils voulaient absolument revenir au plus vite et donc ils shootaient à 3 points. C'est pas leur jeu. Alors, ils ont les joueurs pour shooter à 3 points, c'est très bien, mais ils savent varier et c'est ça leur force. Ils ont complètement tilté, ils ont essayé que des 3 points, ça n'a pas marché. Et du coup, ils se sont fait piéger, quoi. Boston a fait du Boston, voilà, solide, adroit, voilà, un jeu collectif, le jeu qu'on connaît de Boston. Boston a fait son match, Boston mérite sa victoire amplement. Et donc, Boston mène donc cette série 1-0. Les matchs se suivent et ne ressemblent pas. Je ne pense pas qu'on aura un Toronto comme ça sur ce game-là. Je pense qu'on va vraiment vivre un match beaucoup plus serré. Alors, tac, Pinacle,
Toc. Pour regarder les cotations, mais il me semble que les cotes sont les mêmes qu'au Game 1, ce qui est logique. Comme ça, je vous dirais, Raptor, ça me tente bien ce soir. Après, je sais pas si je vais les prendre. En vrai, il est très compliqué à bet ce match-là. 1,85-2. Ouais, donc en gros, on a du côté à cote de 2, côté tac. Donc vous voyez, par exemple, j'ai Murray en tennis, que je pense qu'il devrait faire le travail. 1,86, 1,99. Voilà. Bon, les cotes sont logiques, j'ai pas envie de m'appuyer sur les cotes. En fait, si Boston mène la série 2-0, il y a gros warning pour les Raptors qui sont un peu dans l'urgence ce soir de remporter ce match. Boston un peu moins. Mais Boston peut très bien gagner ce soir, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'attends tellement de Pascal Siakam encore dans cette série. Pascal Siakam doit vraiment faire plus côté Raptors. Il a pas été bon, il n'a pas été adroit, mais surtout il n'a pas été bon contre Boston au premier match. Il doit faire mieux. Là, je vois le 20 points ou plus à 1,70. Je me dis que c'est quand même plutôt intéressant à prendre. Là, vous voyez ici, là, Pascalou. Tatum, ouais, mais 1,30, j'aime pas trop. Ça va passer. Enfin, de toute façon, on va pas avoir le même match qu'on a eu au Game 1. Ça va jouer plus dur côté Raptors. Boston va faire son match. On voit que Kemba Walker est vraiment bien ancré dans cette équipe des 6. C'est un match compliqué à parier. Mais je donne un avantage à Toronto. Parce qu'en fait, j'ai du mal quand même à voir Boston mener 2-0. Ce serait quand même dangereux pour les Raptors. Après, ça veut rien dire parce qu'il n'y a pas d'avantage du terrain, etc. Très léger avantage Raptors ce soir. Je regarde les stats individuelles là, ce qui est intéressant. Siakam, c'est pas mal. 31.5, c'est pas mal. J'ai regardé quand même sa ligne de stats du dernier match. Qui était bien dégueu. 5 sur 16. Il a quand même pris 16 shoots, il met 13 points. Pas très bon au rebond. Hein. Enfin, pas très bon. Pas très présent au rebond, pardon. Ouais. On peut focus les stats de Siakam ce soir. Clairement. Tice a fait un super match au Game 1. Le pivot de Boston. Mais c'est ce que je vous dis, le problème de Boston, c'est à l'intérieur quand même. Ils vont vraiment avoir du mal sur la durée. Alors, ils l'ont bien fait au Game 1. Mais voilà, il y a encore plein de matchs à jouer. Est-ce qu'ils vont réussir à contenir et Ibaka, et Siakam, et Gasol? Alors, on connaît Boston, on connaît Brad Stevens, ils en sont capables, mais c'est dur quand même. Ces 3 joueurs d'expérience, notamment Ibaka et Gasol, surtout Gasol, on le sait. Siakam, bon, voilà, il commence à avoir de l'expérience tout de même. Et on commence à demander beaucoup à Siakam, ce qui est normal, d'autant plus avec donc, le départ de Leonard. Laurie, Siakam doivent faire un gros boulot côté Raptors dans cette série. Van Vliet, c'est un peu entre guillemets l'électron libre. Il est excellent. Il a été très bon face à Brooklyn, très bon tout au long de la saison. Je crois qu'en plus au dernier match, malgré la défaite, il a battu son record d'interception dans le match. Il en a fait 6 ou 7, je crois. Faut pas oublier le banc des Raptors qui est bon. Ils ont un très bon banc. Pour moi, les Raptors ont un banc supérieur à celui des 6. Voilà, du Norman Powell, qui n'a pas été très adroit. Voilà, comme je l'ai dit, il y a du Ibaka, Boucher, c'est surprenant, il n'a pas joué énormément. Bon, ok. Peut-être qu'il va lui faire un peu plus confiance ce soir. Voilà, c'est plus fort, si vous voulez, côté Toronto, le banc, que par exemple du Ojeleye, Williams, etc., Wanamaker, qui est encore jeune, qui est un bon joueur de basket en devenir. Alors, ce sera à mon avis pas une superstar, mais c'est un bon joueur qui apporte dans une équipe. Sortie de banc, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur comme ça. Donc voilà, et puis le fait qu'il n'y ait pas Hayward côté Boston, c'est quand même embêtant. C'est un joueur, voilà, sur un match, là ça va, il n'a pas manqué au dernier match, mais sur certains matchs, quand ils vont être
quand ça va être des matchs plus serrés, parce que là, faut pas croire, Boston a mis une pilule, mais on n'aura pas des pilules comme ça à chaque match. Gordon Hayward, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est un joueur très polyvalent, Hayward, qui est capable de beaucoup de choses sur un parquet, et je pense qu'il va vraiment manquer à Boston sur la durée. Allez, léger avantage Toronto ce soir. Vous pouvez focus du Siakam, 20 points. Siakam, 20 points, c'est pas mal. Alors, pour vous proposer une belle cote intéressante sur ce match, ça peut être celle-ci. Siakam avec la victoire de Toronto à 2,75. Sur les amateurs de belles cotes, c'est plutôt intéressant. J'ai pas envie de m'enflammer sur un over-under sur ce match-là. Je sais pas combien le cut est fixé. 217, il est bien placé. Je ne touche pas à l'over-under ici. Voilà pour ce match-là. On passe à la suite, au Game 7. Au Game 7, souvenez-vous, mardi, retour de vacances. Je vous ai dit, 3-1 en Utah. J'ai un feeling, alors c'est du feeling, je suis pas un génie ou je sais pas quoi, je suis quelqu'un de très simple, je suis un monsieur tout le monde. Au feeling, je voyais Denver revenir à 3 partout et donc s'offrir ce fameux Game 7. Pour qui, je pense, pour ce Game 7? La réponse, tout de suite, c'est je penche pour les Nuggets. Je penche pour les Nuggets, pourquoi? Pour la dynamique. T'as Utah qui mène 3-1. T'es à une victoire pour passer au second tour. D'accord? Le Utah n'était pas favori, c'était Denver qui était favori. Utah a mis 2 pilules de suite et a gagné un match très serré lors du Game 4 pour gagner donc la série 3-1. Et depuis, les Nuggets sont revenus. Les Nuggets sont revenus avec un Jamal Murray qui a plus de 50 points sur les 3 derniers matchs, donc c'est énorme. Et c'est presque impensable, statistiquement parlant, qu'un joueur mettre 50 points de suite. Même un Harden, il a du mal à le faire, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en play-off, quoi. Donc c'est assez incroyable. Alors quand il y en a fait 2 déjà comme ça, je me suis dit, bon, il va peut-être pas faire la même au Game 3, enfin au 3e match de suite. Bah si, jamais 203. J'ai quand même du mal à voir un Murray encore à plus de 50 points ce soir. En face, on a Mitchell qui régale également. En fait, il y a des clés dans ce match-là pour ce soir. 3 partout. La clé côté Nuggets, c'est Nikola Jokic. Pour moi, Nikola Jokic doit être très bon ce soir pour les Nuggets. Et c'est le genre de match où un mec comme ça est capable de vous sortir quelque chose. Parce que là, tu parles de Utah-Denver. Quand tu vois la série, quand tu parles de Utah-Denver, tu parles de Mitchell contre Murray. Et c'est légitime, c'est normal au vu de ce qu'ils ont fait. Mais moi, ce soir, c'est lui là, le Nikola Jokic. C'est la clé pour moi pour Denver. Et ils en ont une autre clé. Je vais vous en parler après. Vous imaginez, Murray, les cumuls, c'était du 28,5 avant. Là, on est sur du 43. C'est énorme. Jokic, il a un gros, mais c'est logique. Et côté Utah, la clé, ça va être la cohésion. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, milieu de 4e quart-temps, au temps mort, Gobert a câblé. Il a mis un grand coup de pied dans une chaise. Alors, les journalistes disent que c'est parce que Conley a pas défendu et ils ont repris un 3 points. Alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans le sens où quand Utah menait la série, dominait très largement Denver, Gobert marchait sur Jokic, alors que ce match-up-là est complètement horrible pour lui. Il n'a pas du tout l'avantage sur le match-up, mais il lui a marché dessus. Mais Utah ne s'appuie plus sur Rudy Gobert. Résultat, 2 défaites de suite là. Alors je dis pas, mais Conley, il a joué 10 ans à Memphis avec Marc Gasol, qui donc joue actuellement à Toronto. Il y avait une connexion de fou. Quand tu parlais de Memphis, quand les équipes adverses jouaient Memphis, c'est on affronte la paire Conley-Gasol. Et là, il n'y a aucune connexion. Conley-Gobert. Et Gobert, je crois qu'il en a ras le cul. Et je le comprends. Je pense que de toute façon, Utah va, surtout s'ils perdent ce soir, va changer pas mal de choses à l'intersaison. Pas sûr que Gobert reste. On le sait avec l'histoire du Covid, avec l'histoire Gobert-Mitchell, etc. Conley, c'est pas Rubio. Pour moi, Conley, il est capable de super choses. Il l'a montré sur certains matchs à Utah, mais c'est trop irrégulier, c'est un genre d'expérience, etc. Il doit faire beaucoup plus, quoi. Et en fait, il y a quelque chose qui est cassé côté Jazz. Et c'est pour ça que j'ai un penchant pour Denver ce soir, il y a un truc qui est cassé.
dans l'entente collective. Après, c'est des grands professionnels, on est en play-off, ils vont mettre entre guillemets leur ego de côté, etc. Mais quand même, ça va être très chaud, ça va être une guerre aussi psychologique. Et j'ai l'impression que si Utah ce soir commence à prendre un petit bouillon, genre troisième quart-temps, il y a plus 10 pour Denver, j'ai peur que ça éclate. Mitchell va devoir être aussi bon qu'il l'a été sur les matchs précédents. J'ai pas trop de crainte par rapport à ça. Mais c'est pareil, des fois Mitchell, il a régalé sur cette série, mais des fois il cherchait à être altruiste, c'est très bien. Mais en essayant d'aller chercher une gloss à 3 points par exemple, et derrière ça rentrait pas. Alors qu'il avait Gobert qui était à 2 mètres du cercle tout seul, il lui donnait pas. Voilà, et Gobert au lancer franc, des fois il en aura trop. Il en aura trop Rudy au lancer franc, et c'est important dans ce genre de match. Tu prends Jokic, Gobert au lancer franc, il n'y a pas photo. Jokic il le tue. Tu vois donc c'est vraiment la clé de Jokic pour moi ce soir, côté des Nuggets, et c'est ce qui fait mon penchant, donc je le répète, pour Denver ce soir. Et il y a ça. Ah, alors il n'est pas annoncé titulaire. C'est Montemoris titulaire. Retour, et la faute au dernier match de Gary Harris. Qui est Gary Harris? C'est le poste de titulaire habituel des Nuggets, puisque Montemoris d'habitude est sur le banc, il est en backup, et il remplace Murray et Harris, ça dépend. En général, il joue au poste de meneur à la place de Murray. Gary Harris, il paye pas une mine comme ça. C'est un mec qui est, pour la NBA, pas très grand. Il est comme ça. Mais alors, défensivement, c'est très, très, très fort, Gary Harris. Et donc, s'il est poste 2, parce que même si, mettons, il est sur le banc ce soir, il va avoir du temps de jeu. Il a joué 20 minutes au dernier match, voilà, reprise, fallait se remettre en rythme. C'est quand même un match important, Denver devait absolument le gagner. Donc voilà, ils ont gardé la confiance en Montemoris, ce qui est normal. Apparemment, ça va être encore le cas ce soir. Mais même s'il est sur le banc, Gary Harris, il va jouer 25 minutes ce soir. Et il va s'occuper du Donovan Mitchell. Alors, il va pas bloquer Mitchell, mais il va le limiter. Mais vraiment, parce que c'est le même, intrinsèquement, c'est le même style de joueur que Mitchell. Enfin, pas intrinsèquement, mais physiquement. Donc, il va pouvoir suivre Mitchell. Il va pouvoir défendre, limiter Mitchell. C'est une certitude. T'as du Porter Junior qui a été excellent là dans la bulle en fin de saison régulière. Il était titulaire. Là, il est sur le banc. Donc, sur le banc, côté Nuggets, t'as quand même du Porter Junior et du Gary Harris susceptibles de rentrer. Et c'est des joueurs qui sont capables, notamment Porter Junior, d'attaquer et de mettre un bon nombre de paniers. C'est vrai que je m'attendais à plus de lui offensivement sur cette série. Ça se trouve que ce sera pour ce soir. Donc voilà, et Gary Harris, voilà, ça s'est défendre, ça s'est attaquer. Hein. Gary Harris sait mettre des paniers également, hein. C'est pas qu'un défenseur, loin de là. Moi j'adore au poste 2, Gary Harris, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de choses sur un terrain de basket. C'est toujours intéressant, important pour une équipe de ce calibre-là d'avoir des joueurs comme ça. Donc léger avantage pour moi Denver sur ce match-là. Je vais regarder l'over-under parce que on est en play-off, et je le rappelle, en play-off, pour gagner les matchs, ça passe par la défense. Exemple, Houston, qui est une équipe qu'on dit toujours qu'ils ne savent pas défendre, ils savent qu'attaquer et shooter, etc. C'est vrai. Vous voyez, alors là il y a 3 partout, mais je ne sais pas si vous avez vu les matchs, Houston ça défend quand même. Alors ça défend pas de ouf, mais ça défend bizarrement. Parce que c'est en play-off, et les play-offs, tu les gagnes de par ta défense. Et à ce petit jeu-là, Utah et Denver à l'ouest, parce qu'on sait que la conférence ouest est réputée pour être des franchises qui sont plus portées sur l'offensive que sur la défense, Utah et Denver font partie des 2 équipes qui savent très bien défendre, aussi bien individuellement que collectivement. Avantage Utah, qui de base sait beaucoup mieux défendre que n'importe quelle équipe de l'ouest. Mais il y a un problème de cohésion dans cette équipe. Il y a un petit souci, il y a une petite fracture, et c'est cette fracture qui me fait vraiment pencher pour Denver ce soir. Ça reste un game 7, peut-être que je me trompe, mais avantage Denver côté à 1,89 pour ce soir. En termes de stade joueur, donc elles sont hautes, c'est normal. Je voulais regarder quand même. Ils sont là. Je vais regarder le cut over under. Donc ouais, c'est demain. Il est là le match. 217. Ouais, c'est comme au match précédent. Donc on avait passé l'under. Ça peut se reprendre hein, l'under parce qu'on est sur un game 7. Ça va. Je vois pas un match à 120, 115, à moins que ça aille en prolongue. Hein. On n'est pas à l'abri d'une prolongation. D'ailleurs, Toronto-Boston aussi. Hein. Des fois, ça m'arrive de tenter des coups comme ça en parlant sur la prolongue. Pour se mouiller, j'en vois un des deux aller en prolongue.
Mais bon, c'est pas l'idée du jour. Là, c'est vraiment d'essayer de trouver les victoires, parce que même s'il y a prolongue, il y a forcément une équipe qui va gagner. Moi, je penche pour Denver ce soir. Voilà. Après, en termes de stats individuelles, ça peut être un sacré coup de Jokic ce soir, en meilleur marqueur à 7. Parce que, ouais, quand tu vois, comme je vous ai dit, tu vois Mitchell, tu vois Jamal Murray, ce qu'ils font, ils régalent les mecs. Mais attention à Jokic ce soir, vraiment. Enfin, c'est la clé pour Denver. Pour moi, la victoire de Denver passe par un gros Jokic ce soir. Murray doit évidemment répondre présent, mais j'ai l'impression qu'il est dans une forme étincelante, il est en confiance, etc. Comme Donovan Mitchell. Donc, j'ai pas trop de soucis quant à Mitchell et Murray en termes d'apport offensif. Mais je pense que Jokic a vraiment une grosse carte à jouer ce soir. On va voir un petit peu l'état mental de Gobert aussi sur ce match-là. Mais voilà, j'ai un peu peur pour Utah par rapport à la cohésion d'équipe. Donc voilà, fin de la vidéo. Donc vous avez l'analyse de dommages. Donc je le répète, léger mais très léger avantage Toronto. Vous avez le droit de rien parier sur ce match-là, vraiment. C'est compliqué. Si vous voulez, vous pouvez partir sur du scoring de Siakam ou un cumul de Siakam qui était à 31.5, le joueur de Toronto, le poste 4. Ou vous pouvez tenter carrément une jolie cote avec la victoire de Toronto additionné au scoring de Siakam. Vous avez du 2,80. Voilà. Et léger avantage Denver dans ce Game 7 face au Jazz ce soir. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, des bons matchs si vous regardez les matchs. C'est toujours hyper palpitant, intéressant de suivre les Game 7. C'est à 2h30 du matin. Quand tu travailles, je comprends que ce soit compliqué à regarder. Mais voilà. Je vous dis à demain pour la suite et les analyses donc de ces deux matchs-là. Milwaukee Bucks Miami et Houston Oklahoma. Ciao, ciao.